Ambiance électorale cette fois-ci pour la présidentielle, arrivée à Agadez en fin de matinée où il a bénéficié d'un accueil grandiose. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tareya à l'élection présidentielle, a animé un meeting à l'arène des Jeux traditionnels devant des milliers de militantes, militants et sympathisants du PNDS Tareya et des partis amis. Le candidat Bazoum a décliné les grands axes de son programme. Diallo Abdul Jalil, Mahamadou Adam. L'effervescence qu'a occasionné son accueil dans la légendaire cité de l'Aïr s'est emparée de la ville d'Agadez plusieurs heures déjà avant son arrivée. L'intérieur et les alentours de l'aéroport international Mano Dayak sont investis par de nombreux militants et sympathisants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya et ceux des partis amis venus tous pour accueillir le président Bazoum Mohamed et lui témoigner de leur entière adhésion à sa candidature à la présidentielle. De l'aéroport international à l'arène des Jeux traditionnels selon un itinéraire le long duquel le cortège a par endroits pu difficilement se frayer un passage. Les populations de la région d'Agadez se sont fortement mobilisées pour accueillir le président Bazoum Mohamed. Et c'est dans une arène des Jeux traditionnels d'Agadez noir de monde, plein comme un œuf, entièrement paré de roses, que le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a fait son entrée sous les ovations de plusieurs milliers de militants et sympathisants du PNDS Tareya et ceux des partis amis pour un meeting tel qu'il en a rarement eu dans cette arène. Prenant la parole, le coordinateur régional du PNDS Tareya a dit combien la région d'Agadez est honorée d'avoir constitué la première étape de la tournée du candidat Bazoum Mohamed. Une des raisons de ce choix est la forte implantation du PNDS Tareya dans la région d'Agadez. Après Al-Kassoum Ndatou, c'est Salah Habi qui prendra la parole au nom de la coalition Bazoum 2021. Après avoir longuement expliqué les raisons qui les ont motivés à soutenir la candidature de Bazoum Mohamed à la présidentielle, Salah Habi a appelé à voter massivement en faveur de sa candidature. C'est seulement après toutes ces interventions que le candidat Bazoum Mohamed va prendre la parole sous les ovations nourries de l'assistance. Il a tout d'abord remercié la population de la légendaire cité de l'Aïr pour la forte mobilisation et l'accueil chaleureux dont il a bénéficié avant de décliner les grands axes de son programme. Un programme qui, a-t-il dit, prend en compte les vraies préoccupations des populations de l'Aïr, notamment celles liées aux routes, au développement du secteur des cultures irriguées et à la gestion des ressources minières de façon qu'elles profitent véritablement et durablement aux vaillantes populations de l'Aïr. Après avoir fortement remercié les militants du PNDS Tareya pour leur mobilisation pour les élections locales, desquelles le parti va sortir avec des scores honorables, le candidat à la présidentielle Bazoum Mohamed a quitté la commune urbaine d'Agadez pour Aderbissinat pour un autre meeting. Toute autre chose à présent, le président ivoirien Alassane Ouattara a été investi hier pour un nouveau mandat à la tête du pays. À cette occasion, ici au Niger, le consul honoraire de la Côte d'Ivoire résident à Niamey a offert un cocktail auquel ont pris part plusieurs personnalités et ressortissants ivoiriens. Hawa Mamoudou à côté Ouaglassa. Une victoire se fait entre les amis et frères. L'investiture du premier mandat de la Troisième République du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, en est une. Les ressortissants ivoiriens au Niger à leur tête, le consul et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, près le Burkina Faso et le Niger, ont magnifié leur joie à travers ce grand cocktail. À l'entame de la cérémonie, le consul Victor Akessé est revenu sur les réalisations qui ont valu au président Ouattara d'être réélu. Par ma modeste voix, les ressortissants ivoiriens du Niger lui présentent leurs vives félicitations et lui souhaitent un mandat de prospérité et de développement pour la Côte d'Ivoire. Ce quinquennat doit voir l'inauguration du 4e et 5e pont d'Abidjan, l'inauguration du métro d'Abidjan, l'achèvement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro
à Boaké, de Boaké à Ferké, l'achèvement de l'échangeur de l'Indénié, de l'électricité, de l'eau potable pour tous les habitants de Côte d'Ivoire. Bref, nous souhaitons sous sa direction une Côte d'Ivoire unie et prospère. Nous demandons à l'opposition de saisir la main tendue par le président et d'aller au dialogue sans préalable. Car le dialogue, a dit le père fondateur, est l'âme des forts. L'ambassadeur Soro Kapiletien a lui surtout insisté sur la diplomatie ivoirienne qui a redoré son blason avant de féliciter l'excellence des relations qui unissent le Niger et la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire qui avait souffert non seulement sur le plan mondial, mais surtout sur le plan sous-régional, puisque vous avez eu encore souvenance de ces frères compatriotes qui étaient réfugiés au Libéria, où moi-même j'ai passé 4 années en tant que chef de mission, mais aussi au Ghana. Alors, dans la sous-région, la Côte d'Ivoire a présidé la CEDEAO en 2012-2013. Et aujourd'hui, la commission de la CEDEAO est dirigée par un Ivoirien en la personne de son Excellence Kassi Brou. Alors, en diplomatie, l'image du pays a été remise à sa juste place. La Côte d'Ivoire est en marche. Et nous prions que cette troisième république soit la république de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, dont le Niger. Plusieurs artistes ivoiriens ont égayé le public avec des morceaux qui leur rappellent avec une certaine nostalgie leur cher pays, la Côte d'Ivoire. Le gouverneur de la région de Tillabéri a présidé ce matin une rencontre sur le bilan des activités dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Au titre de la région, les mesures préventives contre cette pandémie étaient au centre de cette réunion. Bada Salamatou, Amadou Ibrahim. Il s'est agi à travers cette rencontre qui a regroupé autorités administratives, forces de défense et de sécurité, acteurs intervenant dans le domaine de la santé, partenaires techniques et financiers, de faire le point de la pandémie de la Covid-19 dans la région de Tillabéri, de présenter les difficultés et contraintes rencontrées et voir avec les différents acteurs comment renforcer les mesures de lutte contre cette maladie. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région s'est attardé sur la situation de la Covid-19 dans la région. Au niveau de la région de Tillabéri, à la date d'hier, nous avons dénombré 158 cas suspects. Nombre d'examens effectués, 158 également. Nombre de cas positifs, 67, dont 11 agents de santé qui sont contaminés par cette maladie. Nombre de cas hospitalisés actuellement, nous en avons 32. Un nombre de cas traités en ambulatoire, 15. Un nombre de cas guéris, 20 cas. Et nombre de décès, 7, dont 3 décès communautaires. Une situation d'ailleurs reluisante qui a amené Tijani Ibrahim Kachala à exhorter les différents acteurs à développer des stratégies appropriées pour aider les formations sanitaires à faire plus afin de rompre définitivement avec la persistance de cette maladie. Les différents exposés présentés ont alors fait cas de la situation épidémiologique de la Covid-19 en région, au CHR comme à Ayoru, exposés d'ailleurs ayant suscité un débat fort enrichissant. Les partenaires présents à cette rencontre, dont entre autres Save the Children, Médecins sans frontières, CICR, ont alors intervenu, qui pour des compléments d'information, qui pour des éclaircissements ou des amendements. Des imperfections et contraintes relevées ça et là, le premier responsable de la région a pris bonne note. C'est pourquoi il a lancé un appel à tous les acteurs pour une pleine participation afin que l'objectif poursuivi soit atteint, avant de remercier tous les partenaires qui les appuient dans la lutte contre le spectre de cette maladie. Pendant ce temps, mardi, le conseil de ville tenait sa session ordinaire, dite session budgétaire 2020. Le point avec Issoufou Souleymane, Aminata Ali Hassan.
En tenant cette session budgétaire, l'exécutif de la délégation spéciale de Maradi s'est conformé aux dispositions législatives et réglementaires du Code général des collectivités territoriales, le budget étant un acte par lequel est prévu et autorisé pour chaque année l'ensemble des ressources et des charges de la collectivité territoriale. Dans le processus de son élaboration, l'exécutif de la délégation spéciale de la ville de Maradi s'est fait la rigueur de l'élaborer conformément aux principes budgétaires et règles de comptabilité publique applicables à l'État. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises. Sur le plan budgétaire, le niveau d'exécution du budget de janvier et à novembre 2020 reste globalement faible. Ce niveau de mobilisation de ressources en termes de recettes au titre du budget 2020, relativement faible, s'explique par les facteurs suivants. L'avènement de la pandémie de coronavirus en cette année 2020, qui a provoqué un ralentissement global des activités économiques, financières et sociales, le ralentissement des activités commerciales avec la fermeture des frontières du Nigeria, des opérations de lotissement de cadres et stations avicoles non encore pleinement effectives. La ville a par ailleurs misé également sur les recettes générées par les taxes relatives à l'exploitation du marché central de Maradi, qui n'étaient pas malheureusement à la hauteur de nos espoirs. Enfin, l'incivisme fiscal caractérisé est aussi et surtout une des causes explicatives de la faible mobilisation des ressources. En ouvrant les travaux de ces assises, Mme Nata Hamsatou a, dans une brève intervention, souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants avant d'exhorter les conseillers de bien cadrer le budget aux besoins exprimés par la population. J'espère que cette session budgétaire qui sera adoptée sera réaliste et réalisable et qui répondra aux inspirations de la population de la ville de Maradi. Sachez que le titre est prêt à vous accompagner dans toutes les actions du développement. J'espère aussi que ce budget ouvrira la voie aux nouveaux élus qui seront bientôt installés. Auparavant, le représentant du président du conseil régional de Maradi a souhaité plein succès à ces travaux qui dureront 4 jours. À Maradi, toujours cérémonie de remise de kits d'encouragement aux meilleurs adaptants de la régénération naturelle assistée à Kassinawa. C'est une initiative mise en œuvre par le projet PASEC. Abdul Fattah Moussa, Abdul Karim Boubacar. C'est grâce au financement du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC que la commune rurale de Saï-Saboua a pu mettre en œuvre la fiche d'action appui à la promotion de régénération naturelle assistée. Cette dernière consiste à planter, à épargner et à entretenir des rejets et des jeunes pousses de différentes espèces ligneuses lors des travaux de préparation des champs. Ainsi, pour encourager les producteurs de cette zone, le PASEC a organisé cette cérémonie au cours de laquelle 20 charrettes bovines d'une valeur de 38 369 000 francs CFA sont distribuées aux adoptants volontaires issus des villages concernés. Plusieurs interventions ont marqué cette activité, dont celle de l'adjoint au maire, du chef de canton de Saï-Saboua et du directeur régional de l'environnement de Maradi. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du dossier de la commune de gestion durable des terres. Nous avons des activités comme celle-là qui est l'appui à la promotion de la régénération naturelle assistée, RNA. En 2019, nous avions commencé à faire cela sur une superficie de 1000 hectares avec 20 villages au départ, à raison de 50 personnes par village et 1 hectare par personne. Quand vous regardez tout autour de nous, ce champ est vraiment différent des champs que nous avons aux alentours qui n'ont pas pratiqué cette activité. Ces activités ont été menées avec l'appui conseil de la direction départementale de l'environnement de Guidarumji. Dans le cadre de la mise en œuvre de la régénération naturelle assistée sur 1000 hectares, les objectifs ont été atteints, à savoir d'abord les missions d'information et de sensibilisation des bénéficiaires, la formation de l'encadrement villageois et aussi l'appui conseil dans le cadre de l'évaluation des adoptants. Par rapport aux prévisions, les résultats obtenus sont très satisfaisants parce que sur une prévision de 1000 hectares, nous sommes arrivés à une réalisation de 1439 hectares, soit un taux de réalisation de 143%.
Les producteurs ont affirmé avoir pris conscience du danger qui constitue la coupe abusive du bois et l'importance des arbres pour les écosystèmes. Je suis vraiment satisfaite d'être la première parmi les hommes. On a été formés et sensibilisés sur l'importance des arbres sur le rendement. Nous remercions les PASEC pour tout son appui. Cette charrette m'est venue à point nommé. Cette cérémonie qui a vu la participation des autorités administratives, coutumières, religieuses, ainsi que la population venue nombreuse a été bouclée par une visite terrain de réalisation dont les résultats restent satisfaisants. Le colonel-major Salaou Barmou, commandant des opérations spéciales, a présidé ce matin à Dosso, à la zone de défense numéro 7, la cérémonie de fin de formation de la 712e compagnie spéciale d'intervention. Ils sont au total 150 récipiendaires à recevoir leur diplôme. Rachida Nawada, Abibou Bako. À l'entame de cette cérémonie marquant la fin de formation de qualification de la 712e compagnie spéciale d'intervention aux ordres du capitaine Mohamed Sissé Salissou, de brillantes démonstrations, dont l'une a porté sur une reconnaissance dynamique et l'autre ayant trait au combat en zone urbaine. Cette dernière a fait cas d'un terroriste réfugié dans un bâtiment après avoir placé des UED. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de génération de forces au profit du commandement des opérations spéciales des forces armées nigériennes, débuté à la mi-septembre à la zone de défense numéro 7 de Dosso, avec le déploiement d'un détachement français qui a passé plus de 3 mois sur place. Occasion pour le colonel-major Salaou Barmou et l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France au Niger, le colonel Calvej, de se réjouir du bon déroulement de cette formation qui s'est achevée sur une véritable note de satisfaction avant de saluer l'exemplarité de cette coopération militaire. Soyez-en fiers. Défendez cet honneur, celui d'appartenir aux forces spéciales. Inspirez-vous de l'abnégation et du sens de sacrifice que commande la défense de la patrie. À l'endroit des instructeurs français, je voudrais vous réitérer notre sincère gratitude pour l'excellence de notre coopération et les efforts inlassables auxquels vous n'avez cessé de consentir pour la montée en puissance du 71e bataillon spécial d'intervention. C'est le lieu ici de préciser que ce bataillon qui est en gestation est entièrement formé et équipé par la coopération militaire française et que nous attelons déjà à la formation de la prochaine compagnie spéciale d'intervention dans les mois à venir. Vous avez un devoir quotidien de continuer à vous former, à vous instruire, à être le meilleur au service de l'arme qui vous a été confiée, qu'elle soit individuelle ou collective. Vous avez le devoir de vous aguerrir moralement, physiquement, d'être prêt en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Vous avez le devoir de ne pas lâcher, parce que la cohésion d'une unité tient justement au fait que vous pouvez faire confiance à votre camarade, à votre binôme, à votre chef d'équipe, et que lui vous fait confiance, et que les autres vous font confiance. Ça s'appelle la force morale et la discipline d'une unité. La remise des diplômes aux 150 récipiendaires à la place d'armes et celle des cadeaux aux instructeurs français au nom du chef d'état-major des armées ont constitué les temps forts de cette cérémonie. À noter enfin que la présente formation de la 712e compagnie spéciale d'intervention et la montée en puissance du 71e bataillon spécial d'intervention contribueront sans nul doute à la sécurisation de la région de Dosso en particulier et celle du Niger en général. Canal Plus Niger organise du 15 décembre au 31 janvier 2021 une promotion à l'intention de ses abonnés. D'importants lots sont mis en jeu à travers des tirages hebdomadaires que les abonnés pourront gagner plusieurs fois. Détail de cette promotion avec Laoli Moutari Menassara, Souleymane Mohamed.
C'est pour fidéliser ses abonnés que Canal+ a initié la présente super promo qui commence à partir du 15 décembre jusqu'au 31 janvier 2021. Peut être éligible tout nouveau abonné ou ancien qui se réabonne dans la limite du temps indiqué. Sur la procédure de sélection, comme on a dit, c'est simple. Pour tout celui qui se réabonne à partir d'aujourd'hui, il est éligible sur le tirage de la semaine. Tout celui qui devient abonné Canal+ à partir d'aujourd'hui, donc qui achète son kit complet avec un mois d'abonnement, avec un décodeur plus l'installation à 10 500 francs, il est éligible sur le tirage de la semaine. Et chaque semaine, les personnes qui vont poser ces actes-là sur la semaine sont éligibles. Ainsi de suite sur le 6 tirages. À la fin de l'exercice, on remet tout le monde dans la moulinette et donc on va encore faire le tirage final. Ce qui veut dire, en très simple, c'est que quelqu'un peut gagner 2 fois. Avec ses partenaires, dont Coris Bank International, CFAO Motors et Airtel, Canal a mis en place des gros lots et des lots intermédiaires à travers 10 tirages dans la semaine. Le prix à gagner pour chaque semaine, une moto Yamaha de CFAO, un compte bancaire de 200 000 francs CFA offert par Coris Bank, un téléviseur Samsung 43 pouces, 6 mois d'abonnement tout canal, 2 UV mobiles, des forfaits de crédit de télécom, des clés Internet, des forfaits Internet de nos partenaires de télécommunications. Alors, pour acheter votre décodeur ou vous réabonner, rendez-vous dans les boutiques Canal ou chez les vendeurs terrain. La Loterie nationale du Niger a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Essouji. Donc vous suivez actuellement le tirage, le déroulement du dit tirage. Comme annoncé dans les titres, notre pays occupe pour la seconde fois et 40 ans après le siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette distinction illustre à suffisance les résultats de l'offensive diplomatique du Niger et la place qu'il occupe désormais dans le concert des nations. Coup de projecteur donc sur les grandes réalisations de notre pays et les défis à relever. Bonne réception et bonne suite de programme sur Télé Sahel. Au revoir. Au cœur de l'Afrique, terre de brassage et de transit par excellence, pays à l'hospitalité légendaire, le Niger a su au fil du temps s'effrayer un chemin dans le concert des nations. Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960, élu au Conseil de sécurité des Nations Unies en 1980 en qualité de membre non permanent pour un mandat de 2 ans. 40 ans plus tard, le Niger retrouve ce prestigieux poste et l'occupe pour la période 2020-2021. S'inspirer de l'expérience du passé pour asseoir le présent et consolider l'avenir. Le Niger, qui participe au nom de l'Afrique au Conseil de sécurité, ne compte pas faire de la figuration. En tant que Niger, en tant que A3+1, en tant que groupe africain, dans l'ensemble ici aux Nations Unies, nous sommes en train de nous battre au mieux de nos capacités pour que cette réforme du Conseil de sécurité que nous attendons de tous nos voeux, qu'elle puisse aboutir, qu'elle puisse devenir une réalité, parce que c'est de cette façon et de cette façon seulement que notre continent, l'Afrique, pourra défendre de la manière la plus efficiente ses intérêts. Il entend imprimer un cachet particulier à son mandat à travers la formulation d'une vision et des orientations. Le comité mis sur pied s'est attelé à cette exaltante mission. La Task Force comprend la cellule centrale d'appui à la mission permanente établie à Niamey et le groupe d'experts qui a pris ses quartiers à New York. La cellule d'appui renferme à son sein un groupe cohérent et pluridisciplinaire rompu à la tâche. Vous avez les détenteurs de positions institutionnelles à la présidence de la République.
au ministère des Affaires étrangères, qui s'occupe plus particulièrement de toutes ces questions importantes, donc qui ont au fil des années, au-delà de leur profil, accumulé des expériences incontestables en la matière. Et puis vous avez d'autres profils qui sont reconnus pour, disons, leur expertise dans le domaine, ou parce qu'ils enseignent les relations internationales, ou parce qu'ils en sont des experts au quotidien, ou parce qu'ils sont des anciens ambassadeurs qui ont fait leurs preuves et qui ont accumulé des compétences incontestables en la matière. Et je pense que c'est tous ces profils cumulés, chacun en ce qui le concerne, aussi bien au niveau des institutions éminentes de l'État qu'au niveau de l'université, qui sont associés pour que jaillisse l'appui nécessaire à la réussite du Niger dans cette fonction qu'il a exercée il y a déjà 40 ans. Diplomate aguerri, universitaire chevronné, la cellule d'appui à la mission permanente du Niger à New York est un outil d'aide à la réflexion et à la prise de décision. Son cahier de charges porte sur des axes stratégiques. Notre cellule fait l'information des autorités nigériennes sur les sujets brûlants de l'heure traités par le ministre des Affaires étrangères. Ça pourrait être le G5, ça pourrait être le renouvellement du mandat de la MUNISMA au Mali, mais ça peut aussi concerner le Yémen ou les dossiers les plus variés qui viennent sur sa table. Vous savez, un ministre des Affaires étrangères traite de beaucoup de sujets. Le Niger est membre de l'ONU avec 192 autres États. Ça veut dire que tout ce qui touche aux questions de paix et de sécurité dans tous ces États concerne le Niger, et a fortiori, en sa qualité de membre du Conseil de sécurité, il peut être amené à traiter de tous ces sujets qui concernent le monde entier. Le deuxième pan de notre mission, c'est que nous sommes en quelque sorte l'interlocuteur de la mission permanente du Niger à New York, qui suit le Niger au Conseil de sécurité. Quand je dis interlocuteur, ça veut dire que tous les dossiers qui proviennent de New York, qui sollicitent l'avis ou l'autorisation des autorités compétentes du Niger, sont traités par notre cellule quand il s'agit du Conseil de sécurité. Et là aussi, les sujets sont aussi variés, complexes que passionnants. Et nous nous réunissons 3 fois par semaine au moins pour examiner tous ces sujets sur lesquels nous constituons progressivement des dossiers. Vous savez que le mandat du Niger, c'est une période de 2 ans, 2020-2021. Eh bien, en 2 ans, de par le monde, on peut être amené à examiner de nombreuses questions. Je dis bien de nombreuses questions. C'est vrai que ces questions touchent à la paix et à la sécurité dans le monde, mais c'est aussi des questions qui nous concernent en tant que pays. C'est des questions qui nous concernent, disons, en tant que pays concerné par ce qui se passe dans le monde. Le Niger appartient à de très nombreux groupes d'intérêts de pays et il porte ce drapeau-là pendant 2 ans. Et quelque part, notre cellule est là pour la réussite de son mandat. Vous savez que nous sommes concernés par les questions de sécurité, les questions de lutte contre le terrorisme, les questions de crise humanitaire, les questions d'éducation dans les zones de conflit. Je peux prolonger la liste. Le Niger est particulièrement concerné par les questions multilatérales. Le Niger, vous savez, appelle et de façon constante à ce que le multilatéralisme prévale dans le traitement des questions du monde. Et je crois que ce sont des questions que nous suivons avec beaucoup d'attention
pour que le Niger réussisse la mission à lui confier par l'Assemblée générale en 2019. La vision et les orientations constituent également la feuille de route du groupe d'experts à New York. Le respect de la ligne politique du Niger, c'est un point extrêmement important de mon travail. Donc c'est pourquoi très tôt, quand nous avons pris fonction à partir du 1er janvier, il fallait faire en sorte que les tout documents que nos experts produisent, qu'ils le fassent en tenant compte des impératifs de la ligne politique de notre Niger. Ensuite, il fallait donner une certaine âme politique à notre équipe pour que tous les autres 14 pays qui siègent au Conseil de sécurité puissent comprendre dans quelle dynamique nous travaillons et sur la base de cela essayer à établir un certain nombre de relations par rapport aux textes, aux résolutions, par rapport à un certain nombre de préoccupations qui sont amenées au niveau du Conseil. La participation du Niger aux activités du Conseil de sécurité lui confère des responsabilités mondiales suprêmes. C'est investi de cette lourde mission que l'équipe du Niger s'est résolument attelée à la tâche et 10 mois après, le résultat est plus que concluant. Il y a une unanimité pour dire que le Niger est en train de faire un bon mandat. Et ce n'est pas de l'autosatisfaction, nous échangeons avec l'ensemble d'abord des membres du Conseil de sécurité et en plus avec tous les autres pays, et notamment avec la plupart des pays africains auxquels nous demandons qu'est-ce qu'ils pensent de nos prestations, parce que nous sommes quand même là-bas au titre de l'Afrique. Nous nous sommes bien préparés, même si nous avons tardé à mettre en place notre équipe. Notre équipe était très balèze. Nous avons eu à recruter des experts internationaux, 5 experts internationaux. Nous avons eu à prélever au niveau de nos chancelleries des responsables qui sont parmi les meilleurs, sur lesquels nous savons qu'il n'y avait aucun soupçon d'incompétence, bien au contraire. Et c'est ainsi que cette équipe d'une quinzaine de personnes, avec évidemment à sa tête le représentant permanent, a eu à gérer de manière excellente le mandat du point de vue du Niger. Vous savez également que pendant tout ce temps, le Niger a été le porte-voix du groupe des 3A plus 1, c'est-à-dire les 3 pays africains membres du Conseil de sécurité, l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Niger, plus Saint-Vincent et les Grenadines, et qui a rejoint ce groupe africain. Et autour de ces 4 pays, la plupart des sujets se discutent avant la prise de décision, avant que le Niger ne parle au nom de ces 4 pays. Et bien entendu, nous avons été presque toujours en phase dans ce groupe et nous avons assumé notre responsabilité. Donc voilà, je me souviens bien que nous avons eu des sujets extrêmement difficiles sur lesquels il a fallu beaucoup de débats pour qu'on en vienne à des positions proches des uns des autres, telles que l'embargo sur les armes au Soudan, tel que le nucléaire iranien, tel que le problème libyen, et tel que la reconnaissance du gouvernement de Guinée-Bissau. Beaucoup de sujets ont fait l'objet vraiment d'intenses tractations pour être sûr que nous avons aplani les différences et nous avons rapproché des points de vue pour parler d'une même voix. La bonne gestion des dossiers suppose une synergie d'action. Les différentes équipes coordonnent leurs activités.
elles sont en phase avec les préoccupations du président Issoufou Mahamadou, dont la principale vise à penser notre avenir commun 75 ans après la création des Nations Unies. Il convient donc de se rendre à l'évidence que les instruments mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ne suffisent plus pour faire face aux défis de la pauvreté, des inégalités sociales, du changement climatique, du terrorisme, du crime organisé et de la cybercriminalité, de la coexistence pacifique, de la paix et de la sécurité mondiale. La pandémie de la Covid-19 marque incontestablement la fin d'une époque. Elle a mis en évidence l'urgente nécessité de repenser notre système de sécurité collective. Elle a montré la réalité de notre humanité et de tous les pays du monde qui se sont tous trouvés égaux devant la souffrance, grands ou petits, riches ou pauvres, faibles ou puissants. Pour le mandat en cours, le Niger a initié une série de réunions et de conférences. À l'actif de l'équipe Niger, une série de réunions sur les grands foyers de crise à travers le monde, les sessions sur les effets humanitaires de la dégradation de l'environnement. Dans la même lancée, des débats sur les enfants et conflits armés, une exposition initiée par la cellule centrale d'appui à Niamey a mis en lumière l'effet historique de l'ONU et le rôle du Niger dans les opérations de maintien de la paix. Sur le même registre, notons la tenue d'une conférence diplomatique et celle grand public sur les enjeux du mandat du Niger au Conseil de sécurité. Le président de la République a fait un plaidoyer pour une réforme profonde des Nations Unies afin d'asseoir un monde plus juste et plus équitable. Cette position est stratégique et les interventions pertinentes font du Niger un interlocuteur crédible et un acteur de premier plan dans le traitement des sujets sensibles. Nous sommes très satisfaits de ce bilan. Nous savons aussi que tous les pays, les 193 pays, une écrasante majorité a une grande satisfaction du comportement du Niger au Conseil de sécurité. Il est devenu une espèce de phare autour duquel vraiment les questions se discutent pour trouver des consensus, pour trouver des rapprochements des points de vue. Regardez, et nous avons pendant cette présidence montré beaucoup de choses par rapport à ce que les gens n'osaient même pas imaginer il y a encore quelques mois, il y a encore quelques années. Ce débat sur la gouvernance mondiale, il faut oser pour le faire. On a posé les questions et il y avait des présidents qui ont participé, il y avait des chefs de gouvernement qui ont participé. C'est un débat qui reste dans les annales de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez ce débat sur le climat, la désertification, qui a été aussi d'une extrême qualité, présidé par le Niger. Vous avez le débat sur l'enfance, l'école et la scolarisation de la jeune fille, où toutes ces filles sont venues témoigner au niveau du Conseil de sécurité, même si c'est en visioconférence. Ça a été un sujet extrêmement apprécié par tout le monde. Même, vous voyez aussi, la collaboration entre les organisations pour que l'OIF se trouve brutalement au Conseil de sécurité afin de savoir quel pourrait être son apport dans le maintien de la paix et de la sécurité du monde. C'est inédit. Donc il y a eu dans les choix des sujets des choses extrêmement importantes, mais il y a eu aussi des sujets qui collent à l'actualité. C'est pendant notre présidence qu'il y a eu le coup d'État au Mali. C'est pendant notre présidence que nous avons pu régler le problème de la Guinée-Bissau, qui perdurait depuis plus de 10 ans. C'est pendant notre présidence que le problème du nucléaire iranien est venu et il a trouvé une solution, même si elle ne satisfait pas tous les pays, mais au moins l'avantage qu'elle a, c'est de conserver cette paix que nous constatons dans cette zone du Golfe Persique. On n'a pas chômé. Au contraire, et surtout, il y a eu beaucoup de sujets qui étaient extrêmement importants, des débats inédits, et c'est ça qui a fait que nous avons eu l'utilisation de la quasi-totalité des membres du Conseil de sécurité. Et jusqu'à présent, les chancelleries ici
et sont en train de nous dire vraiment c'était une excellente présidence que nous avons assumée.